Bonjour à tous, merci d'être là pour vous parler un petit peu de ce triptyque produit-service-données. J'en parle un peu en connaissance de cause parce qu'avec Bercy, j'ai travaillé de longues années sur l'évangélisation de ces objets connectés et je voudrais expliquer aujourd'hui qu'un objet connecté, c'est bien plus que ça. Alors, il vous paraîtra évident que la 2 chevaux n'est pas un objet connecté, mais peut-être c'est moins évident pour un certain nombre d'entre nous que ce téléphone n'est pas un objet connecté. Il semble connecté à un réseau, mais en fait, personne ne sait ce qui lui arrive, personne ne sait s'il va bien, personne ne sait quels sont les numéros qu'il pourrait avoir en mémoire. Et c'est ainsi que, en ne prenant pas soin de l'utilisateur, que la téléphonie d'entreprise a disparu, parce qu'elle s'est mise au service de l'ingénieur IT qui dirigeait ces services téléphoniques, et elle n'a pas pensé à ce que vivait l'utilisateur d'un téléphone. Ce qui a permis à Steve Jobs de faire ce qu'il a fait avec l'iPhone et ce qui permet aujourd'hui à Tesla de faire ce qu'il est en train de bouleverser au niveau de l'industrie automobile. Et ça, j'y reviendrai un petit peu. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que quand Steve Jobs a annoncé l'iPhone, vous avez sur la page de droite une des 3 pages web qui présentait les différents modèles de Nokia, qui à l'époque représentait plus de 35% de part mondiale du marché des téléphones mobiles. Cette activité de Nokia, pour mémoire, elle n'existe plus, elle a totalement disparu. À gauche, il y a Steve Jobs qui a sorti un seul modèle. Et il se trouve que j'ai eu une entreprise qui a été reprise par Nokia et que j'ai rachetée après. Donc j'ai pu discuter avec un certain nombre de gens de chez Nokia pour comprendre un peu comment ils avaient pu louper ce virage. Alors bien sûr, ils avaient loupé un virage techno, mais ils avaient aussi une direction marketing qui disait l'important, c'est d'être au maximum centré sur la classification des utilisateurs. Il faut qu'il y ait un téléphone pour chaque utilisateur. Et quand Apple a sorti son iPhone, le patron de Nokia s'est un peu moqué de Steve Jobs parce que, au fond, il n'y avait qu'un seul modèle et qu'il n'avait pas compris qu'il fallait personnaliser pour chaque expérience. Ce que le patron de Nokia n'avait pas compris, c'est que l'iPhone, c'est l'objet le plus personnalisé qui n'ait jamais été fait. Même si la mécanique est identique pour tout le monde, en fait, les données qui sont à l'intérieur, les applications que nous utilisons, elles sont complètement personnalisées. Et même si j'ai le même iPhone que vous dans votre poche, je ne suis pas prêt à l'échanger avec le vôtre. Là, c'est un peu provoquant, cette slide, mais je pense qu'il est quand même important de se poser la question. Vous avez appris, ils sont intervenus avant moi, que Stellantis rassemblait aujourd'hui plus de 20 marques. On est un peu dans le même modèle où on fait place au gigantisme et on ne fait pas place à la rupture. Et pourquoi ça pose un problème? Ça pose un problème parce que le monde hier, et notamment le premier monde qui a été disrupté, c'est le monde des télécoms, il se trouve que je viens historiquement de là, c'était un monde de fournisseurs et de donneurs d'ordre. Typiquement, France Télécom donnait des ordres à Nokia, qui lui-même donnait des ordres à des usines, et donc chacun était un peu dépendant de l'autre, et le rôle de France Télécom, à l'époque, c'était d'être le plus large possible pour s'assurer qu'il englobait au mieux les utilisateurs qui venaient prendre et leur abonnement et leur téléphone dans leurs agences. Et à l'époque, même Nokia, qui avait 35% de part de marché, ne pouvait pas proposer ce qu'il voulait à France Télécom. Il devait obéir à des acheteurs de France Télécom qui, eux, n'avaient aucune idée de ce qu'était que la transformation technologique. Ils savaient ce qui avait déjà été fait, ils imaginaient des évolutions un peu court terme, mais du coup, forcément, toutes les ruptures, ils sont passés à côté. Et le monde, depuis Steve Jobs, le monde des fabricants de produits, est passé à une structure verticale, où chaque entreprise peut être face au client à condition qu'elle soit profonde, qu'elle ait des racines profondes qui vont lui permettre d'amener une technologie innovante jusqu'à l'expérience utilisateur et qu'elle puisse tirer parti de cette expérience utilisateur grâce aux données. Et pourquoi ça arrive aujourd'hui et pas il y a 50 ans? C'est parce que c'est aujourd'hui que nous avons des moyens pour permettre d'avoir les datas qui passent d'un arbre à un autre et qui fassent qu'une entreprise petite puisse partager avec une entreprise grande. Et donc, Apple travaille avec des entreprises de 3 personnes sans aucun problème, alors qu'autrefois, c'était un petit peu compliqué. Et donc, WeThings, aujourd'hui, nous travaillons aussi bien avec la Mayo Clinic, qui est la plus grande chaîne d'hôpital, l'une des plus grandes chaînes d'hôpital du monde, qu'avec Apple, sans aucun souci, à travers ces données. Et ça nous permet de rejoindre un grand nombre d'utilisateurs
Et notre métier, c'est de nous assurer que nous amenons assez de profondeur depuis nos racines vers l'utilisateur. Donc ça, c'est important de se dire que finalement, tous les fournisseurs de produits, après les fabricants de téléphones, après les fabricants d'automobiles, vont être disruptés par ce triptyque produit-service-données. Hier, nous, fabricants de produits, nous étions des fournisseurs, des pousseurs de produits, comme on pousse aujourd'hui un réfrigérateur. Et une fois qu'il est chez vous, bon, bien sûr, il y a une garantie, mais personne ne s'en occupe. Et personne ne veut surtout en entendre parler. Et l'intérêt, c'est qu'il soit de meilleure qualité possible et qu'on n'en entende jamais parler. Aujourd'hui, l'idée est un peu différente. L'idée, c'est de dire que finalement, tout produit, il est là pour rendre un service. Et s'il est là pour rendre un service, il faut que nous, fabricants du produit, nous puissions être en contact avec l'utilisateur pour l'aider, pour l'accompagner à travers ces données. Donc ces données, elles ont deux objectifs principaux, deux avantages. Un, c'est qu'elles vont pouvoir assurer cet accompagnement. Donc on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle parce que je pousse un produit, demain je pousse un réfrigérateur, je vais entendre parler encore de l'utilisateur pendant 10 ans. Aujourd'hui, chez WeThings, on a commencé à pousser à vendre des PES-personnes il y a 11 ans. Il y a encore 50% de ces PES-personnes qu'on a vendues il y a 11 ans qui sont utilisées régulièrement par nos utilisateurs. Je ne sais pas si vous voyez en électronique des produits qui sont utilisés depuis 11 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que cette relation avec l'utilisateur, elle peut être très longue parce qu'on lui apporte quelque chose. Alors bien sûr, ça a un coût, mais ça a un gros avantage, c'est que vous gardez cette relation et que du coup, vous pouvez, c'est le deuxième point, avoir de la donnée qui va vous permettre de préparer le coup d'après. Et ça, je pense que beaucoup d'industriels ne l'ont pas compris. En ayant ces données, en travaillant sur ces données et sur ce qu'elles signifient de l'expérience utilisateur, vous allez pouvoir préparer le coup d'après, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, ça fait quoi, ça, ce produit mélangé aux données? Ça fait que tout devient service. Tout fournisseur de produits n'est aujourd'hui plus un fournisseur de produits en tant que tel. Il est un fournisseur de services à travers un produit qui fournit des données. Et donc, c'est ce triptyque produit-service-données que je voulais vraiment mettre en exergue aujourd'hui, qui me semble essentiel et qu'il faut absolument que nous, industriels français, nous comprenions très très fort et qui a bien été compris par un certain nombre des GAFA. Apple et Tesla, c'est évident. C'est peut-être moins évident pour Google et Amazon, mais il faut quand même voir que Google et Amazon fournissent de plus en plus de produits. Ils ont racheté un certain nombre d'entreprises. Amazon a racheté Ring, qui est une entreprise qui fait des portiers. Google a racheté Nest, qui avait racheté Dropcam et a sorti Google Home, comme Amazon a sorti Alexa. Et donc, ils ont besoin aujourd'hui de ces produits pour aller chercher de la donnée qui va leur permettre de rendre un service. Hier, comme c'est encore le cas aujourd'hui sur Facebook, on était tous suffisamment bêtes pour pousser toutes nos données comme ça, sans aucun service attendu en retour, et les fournir à un certain nombre d'entreprises spécialisées dans la data. Aujourd'hui, les GAFA ont bien compris, enfin une bonne partie des GAFA, même Facebook se met à faire du hardware, ont bien compris que pour avoir de la donnée de qualité, il allait falloir pousser ce produit dans nos vies quotidiennes et contrôler ce produit pour être sûr qu'il fournit de la donnée de qualité. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on peut, à partir de cette donnée, préparer le coup d'après, y mettre du deep learning, de l'intelligence artificielle pour faire cet apprentissage, eh bien ça nécessite que ces données soient de qualité et qu'elles soient contrôlées. Et donc, là-dedans, il y a quand même un message assez fort à un certain nombre de nos entreprises qui, aujourd'hui, ont un savoir-faire absolument énorme. Ce savoir-faire absolument énorme dans beaucoup de domaines, comme le domaine du luxe, le domaine de l'alimentation, etc., il faut qu'on soit attentif au fait qu'on prenne à bras-le-corps ce que les données permettent d'apporter. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le fait que nous allons devenir sous-traitants de boîtes spécialisées dans la donnée, qui souvent viennent de la Silicon Valley, et qui, elles, vont apprendre le savoir-faire beaucoup plus vite que nous, parce qu'elles auront toutes ces données. C'est ce qui est en train de se passer dans l'automobile. C'est comme ça que Tesla a été capable de disrupter tous nos fabricants européens, parce que l'idée, c'était pas seulement de faire une voiture avec un moteur électrique. L'idée, c'était qu'il allait falloir disrupter la production de batteries et surtout qu'il allait falloir disrupter la conduite autonome parce que c'était le bon moment. Et pour disrupter la conduite autonome, il faut énormément de data. Donc le risque que l'on a si on ne s'y met pas tôt, c'est qu'en fait, ces entreprises qui sont capables de se rendre intelligentes à travers les données rendent nos expertises sous-traitants. Donc on a deux choix. Un, on prend le sujet à bras-le-corps et notre expertise peut nous faire avancer et devenir des champions mondiaux, ou on ne le prend pas et nous serons sous-traitants de ces entreprises-là. Et donc quand une entreprise
fait rentrer cette expertise donnée dedans, il faut s'assurer qu'elle ne le met pas dans sa hiérarchie comme c'est sur le diagramme de gauche. Il faut s'assurer que c'est directement sous la direction du dirigeant. J'ai fait des conférences il y a 10 ans chez Renault et je peux vous dire que ce n'était pas compris. Les dirigeants de Renault ne comprenaient pas pourquoi, en faisant rentrer un tas d'experts, finalement rien ne sortait jamais. Eh bien, c'était parce que c'était complètement enfoui à l'intérieur de l'organisation. Et par exemple, à l'époque, ils ne pouvaient pas avoir les smartphones qui leur permettaient de toucher les nouvelles interfaces utilisateurs parce qu'il fallait qu'ils travaillent avec les anciens téléphones qui étaient des BlackBerry et que c'était les seuls qui étaient autorisés dans l'entreprise. Et donc, bien sûr, ils ont loupé ce qui s'est passé dans le domaine automobile au niveau de l'interface utilisateur. Et donc, pour terminer, je voudrais vous donner un exemple concret donc, de ce qu'on a vécu, nous, chez WeThings. On a commencé par sortir un pèse-personne qui était connecté et qui mesurait le poids et la masse grasse. Et on a sorti plus récemment un pèse-personne qui mesure une donnée cardiovasculaire très profonde qui s'appelle la rigidité artérielle et qui permet de prédire la santé cardiovasculaire à 4 ans. Et ça, comment on a fait? On a fait parce que en voyant les données qui remontaient, on voyait que le poids de la personne bougeait légèrement quand la personne était sur le pèse-personne. Et au début, on a cru que c'était du bruit. En fait, c'est notre cœur qui, au moment où il éjecte le sang, crée une quantité de mouvement qui va faire légèrement varier notre poids. Et donc, à partir de ça, on a été capable de mesurer le rythme cardiaque. Et en discutant de ça avec des cardiologues, on a compris qu'on pouvait aussi mesurer l'instant auquel ce sang sortait du cœur et l'instant auquel cette onde de pression arrivait dans nos pieds, puisqu'on est en contact avec les pieds et qu'on peut rajouter des électrodes pour faire une mesure d'impédance. Et donc, on a mesuré cette vitesse d'onde de pouls qui est l'indicateur de la rigidité artérielle. On n'aurait pas imaginé une seule seconde, il y a 10 ans, être capable de mesurer ça. Et c'est une première mondiale, puisque le seul autre moyen qu'ont les cardiologues de mesurer ça, c'est avec un appareil qui coûte 15 000 $ et qui nécessite un technicien à côté, ce qui fait qu'il n'y a presque pas de mesures qui sont faites. Et grâce à ça, on a très vite eu la plus grosse base de données au monde de cette rigidité artérielle. Et aujourd'hui, c'est nous qui faisons de la recherche pour le compte des cardiologues et on essaye de détecter de nouvelles maladies parce qu'on voit des choses un peu bizarres pour certaines personnes dans ces remontées de rigidité artérielle. Voilà, donc là, c'est un peu l'explication. Et donc, je voulais juste vous encourager très fortement à rentrer dans ce triptyque produit, service, données. Et je vous remercie de votre attention.